La Pologne a confirmé une frappe de missile sur son territoire. Selon Varsovie, le projectile serait de fabrication russe, mais l'origine de cette explosion reste encore incertaine. Le G7 réunit en urgence ce matin à Bali après la chute d'un missile en Pologne. Selon Varsovie, le projectile serait de fabrication russe. L'UE annonce revoir ses objectifs climatiques à la hausse lors de la COP27 en Égypte. Des manifestants demandent l'arrêt de nouveaux projets gaziers en Afrique. Pour les autorités polonaises, c'est bien un missile de fabrication russe qui a tué mardi en fin de journée 2 personnes sur son territoire, à proximité de la frontière avec l'Ukraine. Reste à déterminer qui a tiré ce missile. Selon le président américain, il est improbable qu'il ait été lancé depuis la Russie, d'autant que les Ukrainiens utilisent aussi des munitions de fabrication russe. Le missile est tombé en plein champ sur la petite commune de Przewodów, au sud-est du pays. C'est la première fois dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine que des armes russes semblent s'abattre sur un pays de l'OTAN. Dans la nuit, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a appelé les Polonais à garder leur calme. Tant que les faits n'auront pas été établis, le président polonais a déclaré de son côté que l'incident pourrait être isolé. En attendant, le Conseil de défense polonais, qui s'est réuni en urgence mardi soir, a décrété l'état d'alerte renforcé. Les précisions du porte-parole du gouvernement polonais. En lien avec la situation actuelle que nous avions prévue, des procédures ont été mises en œuvre, notamment, entre autres, nous venons de décider d'augmenter la préparation de certaines unités de combat et d'autres services en uniforme dans notre pays. De son côté, le ministère russe de la Défense a qualifié cette affaire de provocation. Il a fermement démenti que la Russie soit à l'origine de toute frappe sur des cibles près de la frontière ukraino-polonaise et a critiqué les photos des dommages qui n'ont rien à voir, selon lui, avec des armes russes. Face à la gravité de la situation, les ambassadeurs de l'OTAN doivent se réunir ce mercredi à la demande de la Pologne sur la base de l'article 4 de l'Alliance. L'article 4 permet aux membres de soulever les questions liées à leur sécurité. L'article 5 prévoit quant à lui qu'une attaque armée contre un membre de l'OTAN est une attaque contre tous les membres de l'Alliance. Le président Joe Biden a réuni en urgence ce matin les dirigeants du G7 et ses alliés en Indonésie après la chute d'un missile en Pologne. Une enquête est actuellement en cours. D'après Varsovie, le projectile tombé à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne serait de fabrication russe. Pendant la réunion, le dirigeant américain a renouvelé son soutien à la Pologne et annoncé l'envoi d'experts pour épauler les enquêteurs sur place et déterminer ce qui s'est réellement passé. Mais selon lui, la piste d'un missile tiré depuis la Russie reste improbable pour le moment. L'OTAN a d'ores et déjà convoqué ses ambassadeurs pour une réunion d'urgence. D'autres dirigeants, comme la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président français Emmanuel Macron ou le Premier ministre britannique Rishi Sunak ont exprimé leur soutien à la Pologne via les réseaux sociaux. Tous annoncent suivre l'enquête de très près. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a quant à lui qualifié cette attaque présumée d'escalade très importante. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à la plus grande prudence. Le Conseil de sécurité de l'ONU abordera ce sujet lors d'une réunion exceptionnelle plus tard dans la journée. 4 abstentions. Le ministère russe de la Défense multiplie les annonces de gains territoriaux dans la région de Donetsk, probablement pour souligner que les forces russes y intensifient leurs opérations après leur retrait de la rive droite de Kherson. Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, en faisant des revendications territoriales plus concrètes, Moscou tente de mettre en avant les succès russes dans la région de Donetsk pour détourner le mécontentement concernant les pertes à Kherson. Le groupe de réflexion affirme qu'après avoir promu le général de l'armée russe Sergueï Sourovikine, Vladimir Poutine l'a probablement laissé se retirer de l'ouest de Kherson, à condition qu'il s'empare du reste de la région de Donetsk, en utilisant les forces russes réaffectées et les nouveaux mobilisés. Quelles sont les forces russes qui opèrent dans cette région de Donetsk? Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, elles comprennent des unités conventionnelles des forces armées russes régulières, des militaires mobilisés, des mercenaires du groupe Wagner, des réservistes volontaires, des unités de milices des républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Louhansk, des soldats des unités tchétchènes de Ramzan Kadyrov et des bataillons de volontaires.
Ce mélange de forces russes devrait permettre de réaliser quelques gains grâce au poids du nombre. Mais les défenseurs ukrainiens, probablement également renforcés, devraient pouvoir contenir ces offensives au cours des prochains mois. Dans le sud du pays, le ministère ukrainien de la Défense a déclaré qu'avec l'abandon de la ville de Kherson, la Russie a fait de la ville portuaire de Henichesk sur la mer d'Azov une capitale temporaire de la région occupée. Des unités de commandement militaire devraient y être redéployées. Henichesk est bien placé pour coordonner les actions contre les menaces ukrainiennes potentielles à partir de la ville de Kherson à l'ouest ou via Melitopol au nord-est, mais aussi pour recevoir des renforts de Crimée. Elle est surtout actuellement hors de portée des systèmes d'artillerie ukrainiens qui ont infligé de lourds dégâts au poste de commandement russe. L'Union européenne se dit prête à revoir ses ambitions climatiques à la hausse. Ce mardi, lors de la COP27 en Égypte, le vice-président de la Commission européenne a annoncé que l'objectif initial de réduction des émissions de 55% d'ici 2030 par rapport à 1990 allait être rehaussé. Nous sommes en bonne voie pour finaliser toute la législation nécessaire à la réalisation de notre objectif climatique d'ici la fin de l'année. Dans l'état actuel des choses, les réductions effectives des émissions atteindront au moins 57%. Je suis donc heureux d'annoncer ici aujourd'hui que l'UE est prête à mettre à jour ses engagements pour refléter cette plus grande ambition. Frans Timmermans a également affirmé que la guerre en Ukraine n'avait pas fait dérailler les ambitions écologiques de l'Europe. Ne laissez personne vous dire, ici ou à l'extérieur, que l'UE fait machine arrière. Ne laissez personne vous dire que l'invasion de l'Ukraine par la Russie tue le pacte vert européen et que nous sommes dans une ruée vers le gaz. Non, l'Europe maintient le cap et même accélère. Des annonces accueillies froidement par certains défenseurs de l'environnement qui appellent l'UE à aller plus loin. À Sharm el-Sheikh, des manifestants ont demandé au gouvernement d'arrêter de financer de nouveaux projets gaziers en Afrique. La Croatie rejoindra au 1er janvier 2023 l'espace Schengen, ce qui impliquera la fin des contrôles aux frontières avec la Hongrie et la Slovénie. Le pays maintiendra toutefois ses checkpoints avec la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro, 3 pays frontaliers qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Zagreb intègre ainsi la plus grande zone sans passeport au monde, regroupant actuellement 26 pays. Dès janvier donc, les passages seront beaucoup plus fluides, ici, aux portes de la Slovénie. Il n'y aura plus d'officiers de police à ce passage frontalier. Les points de contrôle et les autres infrastructures restent en place en cas de réintroduction des contrôles. Mais les rampes et les panneaux seront retirés pour permettre le libre passage des marchandises et des passagers. La Slovénie, qui est en conflit depuis 3 décennies avec la Croatie sur leurs frontières maritimes, a tout de même soutenu l'entrée de Zagreb dans l'espace Schengen. Les frontières slovènes ne seront donc plus les frontières extérieures de l'Union. Cette compétence reviendra désormais à Zagreb. Mais les gardes-frontières croates semblent prêts à assumer ce nouveau rôle. Il n'y aura pas beaucoup de changements au poste frontalier, que ce soit ici ou aux autres frontières extérieures de la Croatie et de l'UE, puisque nous appliquons déjà l'acquis juridique de Schengen à la frontière extérieure. Les ministres de l'Intérieur des États membres doivent donner leur ultime feu vert en décembre. Ce devrait être une formalité. La Croatie abandonnera aussi au 1er janvier sa monnaie nationale pour entrer dans la zone euro.